Bonjour chers élèves du première année collégiale Parcours International. On va aborder dans cette vidéo la leçon de la découverte des milieux naturels. L'environnement présente une multitude de paysages constitués d'une grande variété de composantes. Alors, quelles sont les composantes de nos milieux de vie et quelles sont les relations entre ces composantes et quel est le point commun à tous les êtres vivants? La diversité des milieux naturels. Les milieux naturels se caractérisent par une grande diversité dans leurs aspects généraux: milieux marins, milieux côtiers, lacs, forêts, déserts, mares, rivières, fleuves. Néanmoins, ces milieux ont plusieurs caractéristiques communes que l'on peut résumer comme suit. Les éléments minéraux, ce sont les éléments naturels qui ne sont pas vivants, par exemple l'eau, l'air et la roche. Des êtres vivants, animaux et des végétaux, ce sont les êtres qui naissent, se nourrissent, grandissent, se reproduisent et meurent. Chaque milieu a des caractéristiques physiques qui lui sont propres, c'est-à-dire qui lui appartiennent: éclairement, température, humidité. Les milieux sont de nature différente: milieu terrestre, milieu aquatique. Les milieux naturels étudiés connaissent une diversification selon leur type terrestre ou aquatique, leurs composantes vivantes ou bien non vivantes, leurs caractéristiques physiques, par exemple l'eau, l'air et la roche. La diversité des êtres vivants. Il y a dans le milieu naturel des composantes vivantes et des composantes non vivantes ou bien minérales. Les composantes vivantes, il y a les animaux terrestres, les oiseaux, les reptiles, les mammifères, les insectes, les mollusques et les araignées. La microfaune du sol, par exemple les vers, les crustacés, les myriapodes. Concernant les animaux marins, il y a les poissons, les mammifères marins, les tortues marines, crevettes, calmars. Parmi aussi les composantes vivantes, il y a les protozoaires. Ce sont des organismes unicellulaires parce qu'ils sont constitués d'une seule cellule. Il y a les végétaux chlorophylliens, par exemple les arbres, l'herbe et les algues. Il y a les végétaux unicellulaires et les végétaux non chlorophylliens, unicellulaires ou pluricellulaires, par exemple les champignons. Et aussi les micro-organismes, par exemple les bactéries. Concernant les composantes non vivantes du milieu naturel, il y a la roche, l'eau, par exemple l'eau de mer, l'eau des lacs, l'eau des rivières, la vapeur d'eau, et les composantes minérales du sol et l'atmosphère. Dans le milieu, il se développent les êtres vivants. Dans le milieu où il se développent les êtres vivants sont en relation avec le monde non vivant. Ils consomment l'eau pour s'alimenter. Par exemple, les girafes boivent de l'eau. Ils absorbent le dioxygène de l'atmosphère et y rejettent du dioxyde de carbone lors de la respiration. Ils utilisent la lumière provenant du soleil. Ils se déplacent sur ou dans le sol et l'eau. Donc, les êtres vivants, pour vivre et se développer, ont besoin des composantes non vivantes de l'environnement, comme l'air, l'eau, le sol, l'énergie provenant du soleil.
La survie des êtres vivants dépend de plusieurs relations entre les différentes espèces. La relation la plus importante est la relation alimentaire. En effet, des espèces se nourrissent d'autres. Et constituent ainsi des chaînes alimentaires. La répartition des êtres vivants dans un milieu dépend des conditions de vie propres à chaque espèce. La majorité des milieux naturels se caractérisent par une grande biodiversité. En effet, on trouve généralement un grand nombre d'espèces animales et végétales. Dans tous les milieux, on trouve obligatoirement des végétaux chlorophylliens, plantes vertes, algues pluricellulaires et des algues unicellulaires. La biodiversité désigne la diversité des milieux naturels et des êtres vivants qui y vivent. La biodiversité التنوع البيولوجي يقصد به تنوع الأوساط الطبيعية وتنوع الكائنات الحية التي تعيش في هذه الأوساط. On passe au séquence 3, le point commun à tous les végétaux et les animaux. La première activité, l'utilisation du microscope optique. Le microscope optique est composé de plusieurs éléments loculaires, cube optique, grosse vis, appelée aussi vis macrométrique, et le petit vis, appelé aussi micrométrique, la vis micrométrique. Il y a le revolve et des objectifs, le valet, platine porte-objet, le diaphragme, la potence et miroir. Alors, pour utiliser un microscope optique, premièrement, il faut préparer le microscope. On place la potence du microscope face à nous. On vérifie aussi le plus petit objectif qui a un grossissement de 10 fois est placé sur le tube optique. Si le microscope est doté d'une lampe, on va l'allumer et on oriente le miroir de façon à capter le maximum de lumière en regardant dans l'oculaire. Deuxièmement, la mise en place de la préparation microscopique. On place la préparation microscopique sur la platine, lamelle vers le haut. Ensuite, on fixe la préparation avec les valets et on place la zone à observer au centre de la platine, au-dessus de la lumière. Ensuite, la mise au point des images. Premièrement, on rapproche au maximum l'objectif de la préparation en tournant la vis macrométrique. Deuxièmement, on regarde à travers l'oculaire tout en remontant lentement l'objectif avec la vis macrométrique jusqu'à ce qu'une image soit nette. Et on a fait la mise au point avec la vis micrométrique. Quatrièmement, on va augmenter le grossissement. On fait tourner les objectifs pour placer celui voulu sur le tube optique. Ensuite, on a fait la mise au point. Et enfin, on va calculer le grossissement utilisé. Pour cela, on multiplie le grossissement de l'oculaire par celui de l'objectif. Alors, pour observer les cellules au microscope, pour observer les cellules humaines, on va laver bien les mains, on gratte légèrement la face interne de la joue et on dépose le produit obtenu sur une lame de verre et on ajoute une petite goutte double de méthylène, puis on recouvre le tout avec une lamelle et on observe d'abord au faible grossissement du microscope, puis au fort grossissement
Et ensuite, on dessine une des cellules observées et on identifie ces différentes parties et on va écrire donc la légende. Les constituants de la cellule. Après avoir observé plusieurs cellules, l'élève donc doit dessiner les cellules, la cellule végétale et la cellule animale, et l'organisme unicellulaire, sans oublier la cellule animale. Alors, les cellules animales et les cellules végétales ont les mêmes constituants de base, la membrane cytoplasmique, le noyau, et le cytoplasme. La cellule est l'unité de base de tous les êtres vivants. En effet, tous les êtres vivants, animaux et végétaux, sont constitués d'une ou de plusieurs cellules. Une cellule est une structure microscopique. Le diamètre d'une cellule de l'épithélium buccal, par exemple, est d'environ 10 micromètres. Un micromètre égale 0,0000001 mètre, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 6 mètres. Chaque cellule est constituée d'un noyau, d'un cytoplasme, et il est délimité par une membrane cytoplasmique. Alors, on constate que les êtres vivants sont constitués de cellules. Toutes les cellules animales et végétales sont constituées de cytoplasme, membrane cytoplasmique et noyau. La différence essentielle entre les cellules animales et végétales, c'est que ces dernières possèdent la paroi cellulosique. إذا كخلاصة الكائنات الحية تتكون من خلايا. كل الخلايا الحيوانية والخلايا النباتية تتكون من سيتوبلازم، غشاء سيتوبلازمي ونواة. الاختلاف الأساسي بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية يتجلى في كون الخلية النباتية تتوفر على جدار سيلولوزي